le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Cette semaine, dans Les Mains dans la Pop, on va parler célébrité, ou plutôt ce qu'il y a à côté de la célébrité, ceux qui la regardent et qui lui permettent d'émerger les fans, les fanbases, les charmés, ceux qui se déplacent en concert, ceux qui t'attendent parfois devant ton hôtel, ceux qui commentent un cœur. Il y a différentes façons d'exprimer son amour à quelqu'un qui nous inspire. Et on avait envie de parler de ça, parce que parfois ça devient toxique, parfois ça peut devenir grave, jusqu'aux faits divers, parfois jusqu'au meurtre de la personne à laquelle on voue un culte. On se demandait comment se former les fanbases. Audrey va d'abord revenir dessus sur quels sont les facteurs psychologiques qui expliquent la formation comme ça d'un groupe pour porter quelqu'un d'autre. Exactement. Moi, j'ai pas de fan, mais je suis retombée. Si, nous, t'inquiète. C'était juste pour que vous le disiez. Je suis retombée en fait sur des photos récemment de mon ancienne chambre de préado. Et vraiment, les murs étaient recouverts de posters, j'ai un peu honte de le dire, de Priscilla et des sœurs Olsen. Les sœurs Olsen. Tu te souviens de sa série là ? Ah mais oui, mais j'ai tout danse, non ? T'inquiète pas. Ah, j'aimais trop. On va savoir pourquoi. En tout cas, c'était pas très très hétéro, je pense, comme obsession. Ah, j'avoue, c'est drôle. Et je me suis demandé du coup pourquoi en fait ? Quel facteur psychologique derrière le fait de vouer justement un culte, comme tu disais, à vraiment de parfaits inconnus ? Je sais pas si toi, Kumbis, t'étais fan de quelqu'un quand t'étais plus ado. J'étais fan de Michelle Pfeiffer. Je vois App qui c'est. Moi non plus. Mais si, celle qui joue Elvira dans Scarface, et elle joue aussi dans le truc. Bien, continue de la regarder, c'est mais hyper genre, niche. no way. Mais tu vois pas, c'est celui qui fait le majordome dans l'épisode 2 de la série. Michelle Pfeiffer, elle joue aussi la prof qui va dans un lycée. C'est vraiment ça, c'est littéralement ça, c'était même pas une blague en fait. C'est ça qui tient la craie, tu sais, en arrière-plan. Mais c'est Michelle Pfeiffer, la monde hyper Bon, sexy. tu nous n'es d'aucune utilité sur ce sujet. Mais j'aimais aussi, c'est tout en fait, Michelle Pfeiffer. Non, il y avait que et Lucy Liu. Ok, là je l'ai. Ok, d'accord. Voilà, c'était mes ouais. deux. Voilà. Elle joue dans Charlie's Angel. Ouais, ok. et dans les Tarantino en 3 tomes. Non, c'est pas elle qui Kill Bill, fait... exactement. Ok, d'accord. Et toi, Mao ? Moi, j'étais fan de toutes les filles. Ouais, bah ouais. Je la trouvais belle et mince et stylée, je voulais être comme elle. Et moi, j'ai eu des obsessions sur quelques garçons, mais j'y reviendrai après parce que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pas devenir fan. C'est une décision de ma vie. En fait, je n'ai jamais été fan de gens. Pas eu de phase Tokyo Hotel, pas eu de phase... mais alors, phase Adèle Haenel depuis quand même maintenant 5 ans, donc peut-être que je me rattrape. Ah d'accord, tu nous en parleras tout à l'heure. En tout cas, du coup, je me suis grave intéressée à ce que ça disait psychologiquement en fait de nous d'être fans comme ça de gens. Et j'ai trouvé plusieurs réponses, il y en a pas mal. Alors il y a déjà le fait que ça donne une forme d'identification et d'appartenance en fait, ce qu'on appelle les fandoms ou les fanbases. Donc en fait, c'est la sous-culture liée à l'ensemble des fans. Tu fais partie d'une communauté. Voilà, une communauté. Ça procure un sentiment en fait d'identité, d'appartenance. On fait partie d'une communauté de fans. Les gens trouvent des personnes avec qui partager les mêmes idées, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes passions. Et en fait, ça favorise un sentiment de connexion, d'acceptation, de validation. Et en vrai, ça fait du bien, ça contribue à une image positive de soi-même. Et il y a même au sein de ces communautés des normes, des valeurs, même des rituels au final. Oui. Et toutes ces dynamiques-là, ça renforce un sentiment de cohésion, de groupe et un sentiment d'identité collective. Donc c'est plutôt positif. Et les fans, comme je le disais, adoptent des comportements. Il y a tout un langage en fait autour de la célébrité ou en tout cas de l'objet culturel qu'on adore. Il y a des symboles. Les Belly Bears, genre elles ont des noms. Les Monsters pour Lady Gaga. Ouais. Il y a des symboles. Il y a aussi pour Rihanna, c'est de Navy. Oui. Ah bon, Navy. Navy, ouais. Les Swifties pour Taylor Swift, etc. C'est limite un peu sectaire. Et voilà, donc les gens peuvent devenir fans aussi pour se sentir justement connectés donc à la communauté, mais aussi connectés aux tendances. Ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, un objet culturel plus grand que soi, tu vois, comme plus large. Non, rien. Non, je me disais qu'il y avait la même mécanique sociale qu'on peut avoir, par exemple, quand on s'engage aussi dans les milieux queer et d'un coup, t'as l'impression de faire partie d'une communauté. Ça peut même, je trouve parfois, aller maladivement, ça devient tout ton toi, ton identité, ouais, j'en parlerai ou tout en à l'heure. politique aussi, enfin grave. Et voilà, donc les fans s'identifient à l'histoire aussi, aux valeurs et au parcours, par exemple de la personnalité de laquelle ils sont fans. Et ça peut être une source d'inspiration, de motivation. Il y a ça, et il y a aussi le fait que ça favorise les relations parasociales. Alors les relations parasociales, c'est en gros quand, par exemple, tu développes des relations où tu ressens un lien émotionnel qui est
souvent à sens unique, avec une célébrité ou un personnage fictionnel. Et en fait, les fans peuvent projeter leurs propres besoins, leurs désirs, leurs fantasmes sur ces personnes, ce qui peut conduire à un sentiment. En fait, t'as l'impression d'être intime et d'être attaché à cette personne, alors même que cette personne ne te connaît pas et que tu la connais pas vraiment au final. Et donc, c'est comme une vraie relation, sauf que t'es des milliers de personnes à avoir cette même relation avec cette personne, et cette personne ne te connaît ni d'elle, elle est unilatérale, elle ne sait pas que t'existes. Mais est-ce que du coup c'est malsain selon toi ou pas forcément. Okay. Je pense que du coup c'est juste le truc qui est au cœur de. Ça peut te sauver parfois. Moi, quand je pense à des potes, genre j'ai un pote qui s'appelle Lola Wesh qui est drag queen et il a l'impression que sa mère supérieure c'est Mylène Farmer. C'est un truc qui l'a aidé, qui a été pour lui une motivation de dingue. Exactement. Justement, ça peut aussi être un moyen de s'évader, d'échapper au stress, d'échapper à sa vie en vrai, et de s'immerger dans un monde fictif, d'avoir ce modèle ou cette figure qu'on regarde comme ça. Et en plus de ça, ça nous permet aussi d'avoir un intérêt hyper spécifique. C'est une forme de divertissement, de diversion. Il y a des fans qui peuvent, comme tu le disais, trouver du réconfort, de l'excitation, de l'inspiration dans cette célébrité ou même dans des réalités un peu alternatives. Ça me fait penser aussi au fait que ça donne aussi un sens d'expertise. Genre par exemple, les fans développent en un truc. Voilà, les fans développent vraiment une connaissance approfondie à propos de la série ou de la célébrité, de la chanteuse ou du chanteur préféré. Ça peut faire grandir ton estime de toi-même peut-être. Exactement. D'avoir de nouvelles connaissances. C'est par exemple comme ce que j'ai eu avec Priscilla qui adorait les dauphins et du coup j'ai développé une expertise sur les dauphins à bosse. Mais t'aimes bien les dauphins. On a fait un reportage sur Combini. Ils sont vraiment des très bizarres. C'est des violeurs et les meufs elles se masturbent avec la de leur enfant, c'est trop bizarre. I know, mais ils ont pas les mêmes lois que nous. Ça m'a permis de développer une expertise et en vrai, toutes ces connaissances hyper niches, ça donne aux fans un sentiment de maîtrise. Ça les fait se sentir effectivement, comme tu le disais, plus compétentes, informées sur quelque chose qui les passionne. Et donc ça, c'est une forme d'épanouissement émotionnel et personnel. Être fan de quelqu'un, ça peut aussi provoquer des émotions hyper fortes, de la joie, de l'excitation, quand il réussit, de la colère, de la frustration. Et du coup, c'est quelque chose qui donne du sens, qui donne un but. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a derrière le fait d'être fan, toute la psychologie derrière le fait d'être fan. Voilà. C'est aussi valable du coup pour les fans de foot du coup. Ah oui, pour tout. Mais les fans de foot, t'as vu les tarés évidemment. Carrément. Parce que moi, j'ai dit à mon beau-frère souvent, vous moquez des fans par exemple de Taylor Swift, mais eux parfois ils se réveillent le matin pour aller devant leur club et parler du club alors qu'ils sont pas payés par le club en fait. Ils disent oui, on a mal joué, qu'est-ce qu'on peut faire, mais tu n'es pas payé par le club en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là, mes frères, tu te réveilles le matin pour aller au Bourget pour parler entre inconnus. Je me suis dit, attends, mais c'est une dinguerie quand même. Donc voilà. Moi, c'est le fait de trop s'investir justement qui me faisait peur. En fait, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'étais en mode genre, je vous en parle tout à l'heure. La raison pour laquelle je voulais pas être fan, c'est qu'en fait, ça me faisait peur quand je voyais mes copains ou mes copines fans de quelqu'un. Et moi, je me rendais quand même déjà compte, j'avais la rationalité petite de savoir que jamais cette personne nous rencontrerait. Et que du coup, c'était un amour voué à mourir. Et ça, je l'ai compris parce que quand j'avais genre 5 ans, j'étais allée voir Harry Potter. Je découvre Daniel Radcliffe, qui je pense a le même âge que moi ou 2 ans de plus. Et je me rappelle que je rentre chez moi et j'étais genre hyper drama, assise sur mon lit. Et ma sœur était venue, elle était en mode ça va? J'étais en mode genre non. Je suis amoureuse de quelqu'un qui me connaîtra jamais. Et vraiment, et je me rappelle de la douleur dans mon âme, dans mon cœur. J'étais amoureuse et je savais qu'on se rencontrerait pas. Et je pleurais et tout. J'avais grave fait tout le chemin. Et après, du coup, je suis en mode, je peux pas être fan, faut que je m'interdise d'aller là-dedans parce que je vais trop en souffrir. Et après, il y a les choristes qui sont sortis. Il y a quoi, je suis amoureuse de Morange. Ah, les choristes. Les choristes. C'est Maxime, celui-là? Jean-Baptiste Monnier. Voilà. Gérard Jugnot. Voilà. Tu vois pas, c'est des mecs qui font une chorale dans une maison. Il était très beau. Il était très beau, très mignon. Il était mineur, donc il était très. Mais j'étais moi aussi mineure, j'avais 10 ans à l'époque, je veux juste te rassurer. Non, il était très mignon. Disclaimer. Disclaimer, j'avais moi-même 10 ans. Et d'ailleurs, l'histoire, c'est que je suis allée dans une lubie telle qu'en gros, on m'avait offert l'album, et tu sais, il y a un petit flyer avec les paroles, donc j'avais tout appris par cœur, puis j'avais mis ses photos. Et après, je suis rentrée, j'étais dans un collège pas mixte tenu par des bonnes sœurs, et je suis rentrée dans la chorale de là-bas, parce que je savais que parfois il y avait un concert en lien avec leur chorale, dans laquelle il était encore après son truc d'acteur. Ah, donc il était vraiment dans une chorale? Et c'est parti d'une chorale, les petits chanteurs à la croix de bois. Tous les acteurs que tu vois, en fait, c'est des choralistes à la base. Est-ce que tu veux qu'on l'invite ici pour que tu le rencontres? Mais attends la suite. J'étais prise dans la chorale. Non.
Tu as été prise dans la chorale? J'étais prise dans la chorale, alors qu'on m'avait dit que j'étais ni baryton ni soprano, que j'étais à ma place. Et en fait, ils étaient devenus trop connus. Du coup, on nous a mis avec une autre chorale. On a fait un spectacle qui s'appelait Peter Pan. Mais j'ai développé une fascination pour un autre mec où après j'allais voir son Skyblog et tout. Et puis après, je me suis arrêtée. Je sais pas. Moi, jamais de crush. Quand on en parle, jamais de crush. Tu veux dire même pas sur ton mec ou sur ton enfant? Non, si. En fait, jamais genre en mode des crushs secrets. Genre, moi, j'aime bien les gens qui m'aiment. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai pas le temps d'aimer les gens qui m'aiment pas, en fait. Bravo. Ouais, par contre, je me dis, toi, après cette histoire-là, j'étais pas amoureuse. Ouais. Tu sais, en plus, moi, comme j'étais un collège pas mixte, genre les filles de mon collège, c'était horrible. Elles avaient un rapport aux garçons qui était très différent. Il y avait les lycéens et il y avait des meufs qui suivaient les lycéens, qui avaient des blogs et tout sur les mecs qui avaient 2 ans de plus que nous et tout. Et tu vois, là, par exemple, je suis jamais allée vers là. Parce que je savais que ça allait être dangereux et que ça allait flinguer. Vous êtes si saine. En tout cas, moi, j'enchaîne du coup sur la santé mentale. C'est l'occasion parfaite. T'avais des blogs sur des mecs, des femmes sur des... Non, quand même pas, mais je parle des gens qui peuvent vraiment déraper. Mais du coup, je voulais parler un peu du lien entre la santé mentale et le fait d'être fan. Et il y a des personnes, en fait, qui ont déjà des petits soucis de santé mentale sous-jacents et qui peuvent, comme on le disait tout à l'heure... Je me sens pas visée. Non, mais qui peuvent justement trouver du réconfort ou trouver un échappatoire dans le fait d'être fan de quelqu'un ou d'une série. Voilà, et c'est un espèce de répit temporaire, en fait, une distraction à leurs problèmes de santé mentale. Et en vrai, je comprends. Il y a même des fans qui disent oui, le fait d'être fan de telle personne, ça m'a sauvé. Hein. Même la musique, même parfois les paroles. Hein. Parfois, j'écoute des paroles et je me dis, il a raison. Levons-nous et devenons riches, tu vois. Développement personnel. Elle a raison. Bitch better have my money. Mais oui, attends, on est où là? Mais du coup, il y a des dérives. Il y a un aspect négatif à tout ça. Il peut y avoir des comportements toxiques. Peut-être Mao t'en parlera tout à l'heure. Il y a des conflits. Il y a des focus aussi sur les personnalités qui peuvent être vraiment excessifs au détriment. Par exemple, ça peut devenir toute ta vie et vraiment, au détriment de ta propre vie, tu vas être vraiment fan à tout prix de quelqu'un. Et sans parler d'érotomanie, qui est vraiment un trouble psychiatrique rare. Donc pour info, c'est la croyance délirante qu'une autre personne, généralement quelqu'un qui est connu, est amoureuse de toi, qui a une relation vraiment réelle entre toi et cette célébrité, malgré justement l'absence de toute relation amoureuse réelle. Et au-delà de ça, il y a quand même certains et certaines fans qui deviennent complètement obsédés et qui ont l'illusion aussi d'un lien spécial. Par exemple, qui vont envoyer des lettres, des messages, des DM de manière excessive à des célébrités, qui vont tenter d'établir un contact ou qui vont même suivre ou surveiller leur cible au final. Je sais pas si tu veux un peu en parler, Mao. Quand Audrey a proposé de développer cet angle, on est allé regarder et oui, il y a eu des cas d'érotomanie pathologique allant parfois jusqu'à la mort. Voilà, je te le dis, Cache Pistache Nature Peinture. Mais est-ce que c'est le cas par exemple de la chanteuse, je pense que c'était mexicaine, Selena, qui a été tuée par un fan? Oui, j'ai vu, exactement. Il y a Selena. Ah bon, mais ça c'était pas un féminicide genre d'un ex à elle, non? Non, je pense que c'était sa nounou qui était fan d'elle en cachette et qui l'a tuée parce que... Bon bah voilà, exactement. Putain. Alors là, avant d'en arriver jusqu'au truc ultime, on avait repéré un fait d'érotomanie qui s'est passé en 2011 envers la chanteuse et actrice Selena Gomez. Une autre Selena. Elle avait été traquée par un fan de 46 ans qui était persuadé qu'elle était son âme sœur. Mais en gros, l'érotomanie... D'ailleurs, moi, il y avait une fille qui était érotomane envers un garçon lycéen. Et je me rappelle qu'à un moment, il avait partagé une chanson. Elle avait traduit les chansons. Et en français, ça racontait tes cheveux qui sont comme une toile d'araignée. Et elle avait les cheveux bouclés. Elle m'avait dit, tu vois, Mao, comme il m'aime. Il le faisait par moi, il partage sur son blog un truc parce qu'il dit que mes cheveux, c'est comme une toile d'araignée. Bon, mais là, elle va bien maintenant, la fille. Je sais pas, je la connais pas. Elle s'appelait Alice. Du coup, il a fait 5 allers-retours de Chicago à Los Angeles pour la rencontrer. Il s'était rendu sur son lieu de travail et de tournage. Et c'est là où le bas commence à blesser. Il avait confié à un psychiatre que Dieu lui avait demandé d'assassiner la jeune femme. Et du coup, terrorisée, la star a finalement obtenu une ordonnance restrictive pour interdire à l'harceleur de l'approcher pendant 3 ans. Bon, c'est une punition qui reste abstraite tant qu'il n'est pas derrière les barreaux. Il devait être derrière les barreaux, mais comme il y a une surpopulation carcérale, il a été relâché. Et même le nombre de gens qui viennent vers toi alors qu'ils ont une ordonnance restrictive, j'ai envie de dire... Oui, c'est tellement abstrait comme mais oui. Ça va pas empêcher les personnes. Il va se dire, ah non, j'ai mon papier chez moi qui me dit que je ne peux pas venir. Non. En plus, il y a le rapport avec les stars, il y a le rapport physique, puis il y a le rapport aussi du coup en ligne. T'es jamais solo, quoi. Mais exactement, en fait, je pense que le fait que l'engagement en fait de la plupart des fans, c'est comme tu le dis en ligne. Il y a l'anonymat en fait, il y a le cyberharcèlement qui est possible, et puis t'as plein d'informations à portée de clic. T'es tout le temps exposé aux réseaux sociaux, et donc ça peut renforcer la toxicité, contribuer à des problèmes de santé mentale, anxiété,
anxiété, dépression, etc. Donc le fait que tout ça se passe en ligne, ça n'aide pas. Et c'est l'occasion d'ailleurs de vous encourager à aller regarder Swarm de Donald Glover, qui est une série diffusée sur Amazon Prime, dont j'ai parlé dans l'épisode 10 des Mains dans la Pop, si vous voulez aller le réécouter. Et donc en gros, c'est une série qui parle justement de la fanbase. Et même si en fait la série ne parle pas explicitement, par exemple, des Swifties, comme on disait tout à l'heure, des fans de Taylor Swift ou des Beliebers, les fans de Justin Bieber, on comprend que en fait le personnage principal est fan d'une artiste fictive qui s'appelle Nyjah. Et en fait, c'est un petit peu inspiré de Beyoncé et de toute sa communauté. Et en gros, ça parle vraiment de la toxicité justement de la fanbase. En fait, dans la série, on suit le personnage principal qui est vraiment une fan obsédée et qui finit par tuer justement des gens qui sont tous les détracteurs en fait de la célébrité qu'elle adore. Et ça rappelle grave les violences qu'il peut y avoir dans les fanbases dans la vie réelle. Absolument. Et donc dans la vie réelle, là, je vais parler de 3 cas qui sont crève-cœur. Il y a le couturier Gianni Versace. Je sais pas si t'avais vu la série qui s'appelait Killing Versace, qui avait été diffusée sur Netflix. Mais je connais son histoire, mais j'ai pas regardé. En gros, voilà, donc il a été assassiné devant sa villa à Miami, à bout portant, en 1997, par un homme qui s'appelle Andrew Cunanan. Et il y avait rien d'autre qu'une fascination malsaine. Et peut-être une haine que quelqu'un réussisse quand toi t'y arrives pas. Peut-être que l'autre est le miroir de tes frustrations et que du coup tu veux les reporter sur lui. Par exemple, c'est un peu le cas pour John Lennon, donc le membre des Beatles. Il a été assassiné à bout portant, pareil. Toujours le truc des lâches en plus à bout portant. Enfin, je dis pas que ce serait moins lâche de les tuer à la main, mais enfin, bref, je m'explique. Whatever. John Lennon, il a été assassiné en 1980 à New York par un mec qui s'appelait Chapman. Et en 2020, il est revenu sur ce meurtre et dit en fait la vérité. John Lennon, c'est un des hommes les plus célèbres sur Terre. Et moi, je voulais être célèbre. J'étais à la quête d'une gloire personnelle. Donc c'était un acte égoïste, mais c'était pour ça. Pour que, rien qu'en assassinant quelqu'un de connu, il y a un ruissellement de célébrité qui va venir jusqu'à toi. Et c'est ça qui te touche et que tu cherches. Tu deviens tristement célèbre. Et parce que déjà, je pense que quand tu deviens connu, il y a un peu un truc où chaque personne qui t'a connu raconte toujours l'anecdote qu'il peut avoir en commun, en rapport avec toi. Quand ils vont voir les gens, les profs de primaire, ah oui, elle avait trop chanté, tu vois. On s'en fiche. Ou moi, je pensais, je sais qu'il y a quelqu'un qui est très connu aujourd'hui. Moi, j'ai failli sortir avec lui il y a des années. Et je me suis. En fait, j'ai envie de pas répéter la même erreur. Oui, parce que du coup, c'est ce que tu dénonces. Mais en fait, c'est là où je me suis rendu compte que moi-même, je me suis dit, et en gros, cette anecdote, j'ai pas pu m'empêcher de la raconter grave de fois. Et à un moment, j'étais en mode, mais meuf, lâche l'affaire, il y a pas de ruissellement, vous êtes pas en contact et tout. Et parfois, moi, j'ai peur de devenir célèbre parce que je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont raconter? L'anecdote qu'ils auront sur Mao. Mais moi, j'ai fait n'importe quoi les 8 dernières années. J'ai embrassé n'importe qui, j'ai pris de la drogue avec tout le monde. Quoi? Je rigole, je sais pas. Ça donne de savoir. Moi, c'est plus les photos, j'étais trop moche, genre. Oui, d'accord, tu vois. Et enfin, mon dernier fait divers, en 2016, une youtubeuse et chanteuse et performeuse qui s'appelait Christina Grimmie a été tuée, elle aussi, à bout portant alors qu'elle était en train de performer sur scène. Genre vraiment la mort terrible par un fan qui était fasciné maladivement par la jeune femme. Et puis moi, ça me fait aussi penser quand les fans vraiment défendent bec et ongle la célébrité dont ils sont fans. Genre, c'est vraiment une défense aveugle. Et du coup, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait. Le look de Tokyo Hotel, quoi. Ce qu'il y avait psychologiquement derrière ça. Et je trouve que c'est vachement lié du coup à l'identification. Genre en gros, les fans qui défendent leur célébrité ou leur série préférée coûte que coûte, même quand la série ou la célébrité est problématique. C'est comme Nicki Minaj. Nicki Minaj, elle sort avec un homme qui a été accusé de viol plusieurs fois et qui a même fait de la prison. Et ses fans, les Barbs, la défendent bec et ongle. Alors moi, j'aime trop Nicki Minaj, on peut dire qu'elle a fait de la merde en se mariant avec lui. Oui, ça t'enlève rien ils vont harceler librement toutes les fans de Cardi B alors qu'ils ont rien demandé. Et juste pour défendre Nicki Minaj. Du coup, je voulais trop savoir pourquoi, à ce point-là, pourquoi ça te rend autant aveugle. On sait que l'amour rend aveugle, mais pourquoi est-ce que le fait d'être fan rend aveugle? Et du coup, ce que j'ai trouvé, c'est que, en gros, être fan de quelqu'un, parfois, en fait, la personne devient une extension de toi, une partie de toi, et la communauté des fans aussi deviennent une extension de toi. Et donc, du coup, lorsque certains et certaines fans intègrent leur fandom dans leur identité, ça devient tellement une partie d'elles et d'eux-mêmes qu'elles deviennent beaucoup plus sensibles aux menaces et aux critiques envers du coup cette partie de leur identité. En fait, quand on critique ou quand on attaque leur célébrité, on t'attaque toi-même. Comme quand on parle mal d'une de tes meilleures amies et que t'es en mode en fait ça me blesse vraiment par ricochet. Vraiment, exactement. Et par ricochet, parfois tu peux vivre des fantasmes. Je vais parler des fanfictions qu'elle fait en gros de d'écrire une fiction basée sur des faits réels et sur la vie réelle d'une star que t'aimes. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous aimeriez écrire une fanfiction et si oui, sur qui? Sur ma mère.
Non, franchement, j'aimerais bien écrire genre sur les couples qui ont pas bien fini ensemble dans un film. Ah, t'aimerais Ah non, genre, pas dans la virelle, genre non, la fin de Titanic, tu vois. D'accord. Il n'est pas mort, ils vivent au Texas, ils ont des chiens, tu vois. Oui, elle fait du cheval. Ouais, plus et comme ça. Ah, c'est mignon. Franchement, non. Rien avec Meryl. Bon, c'est pourquoi pas. Nous regardons. Je serais impliquée dans la rien n'existe toi. Mais non, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est mignon ce que tu dis là, d'inventer des fins un peu plus heureuses à des fins alternatives. Ouais, des fins alternatives exactement. Mais il y a des gens qui le font d'ailleurs pour Harry Potter, pour plein de trucs. En tout cas, il y en a une qui est très connue, c'est la fanfiction de Anna Todd, qui est une autrice américaine. Moi, j'ai jamais lu ce livre. Vous en avez entendu parler? J'en avais entendu parler, ouais. C'est un livre qui s'appelle After et qui met en scène, c'est un truc en 5 tomes, l'histoire d'amour entre une jeune étudiante, Tessa Young, et son camarade de fac, Arden Scott, qui est un bad boy britannique, mystérieux, colérique et initialement inspiré de Harry Styles, un des chanteurs du boys band britannique One Direction. Désolée de dire ça, mais formidable. Il est trop surcoté. Il est surcoté. Moi maintenant j'aime plus ce qu'il fait. Non mais j'ai jamais aimé, j'avoue. Par contre, on a oublié de dire un truc important qui serait peut-être notre truc c'est que nous, je sais on peut avoir des rapports maladifs aux fans, mais parlons un peu des fans de K-pop en Corée du Sud. J'ai aucun fait à vous dire, mais je sais que là-bas la fanfiction peut aller dans des délires de chirurgie esthétique pour ressembler à quelqu'un qu'ils aiment bien, de machin, de suivre, de trucs. Mais je pense que c'est comme au Japon, en fait, leur culture est tellement stricte. Je pense que c'est vraiment un échappatoire. Ça raconte tellement de trucs au niveau psychologique, quoi. Enfin, c'est clairement, je pense que tu peux être fan et être fan de manière saine, mais à partir du moment où ça devient ton identité, où ça ruisselle justement sur des parties de ta vie, ça commence à être un peu chaud, quoi. Mais surtout que souvent, il y a des chanteuses de K-pop qui se sont suicidées parce qu'on a découvert qu'elles avaient des copains ou des rapports sexuels, tellement là-bas, en fait, ils doivent avoir une image parfaite pour leurs fans, que dès que ça vire un peu, elles le vivent très mal, en fait. Ah, dès que, par exemple, une célébrité sort avec quelqu'un. Oui, parce qu'il y avait une fille, je pense qu'il y a 2 filles qui sont suicidées parce qu'il y avait des images un peu sexy, mais qu'on est sexy, c'est pas du tout genre nu ni rien, qu'on sortit d'elles ou qu'on les a vues embrasser un garçon, et que eux doivent vraiment être disponibles pour leurs fans, minces, belles, sans attache émotionnelle, pour justement pouvoir créer cette relation avec les fans. Et du coup, dès que ça casse, elles le vivent très mal. Il y a beaucoup d'harcèlement. C'est vraiment très très grave. Ils les adulent, mais au point en mode, si t'es pas ce que je veux que tu sois, ça va pas le faire, quoi. En tout cas, vous êtes grave ce que je veux que vous soyez. Merveilleuse. Merci. Merci.